Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, c'est bon de te voir. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Je veux commencer, Matt, par la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Certaines personnes pensent que Donald Trump a décidé d'attaquer l'Iran et d'autres non. On dit que Trump subit une pression énorme de la part d'Israël, de Benjamin Netanyahu, pour le faire. Avant d'entrer en direct, nous avons appris que la dernière nouvelle est que les États-Unis se préparent à déployer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient. Si vous deviez évaluer la situation, donnez-nous votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Qui va décider si les États-Unis attaquent l'Iran ou non? Est-ce les États-Unis eux-mêmes, le lobby israélien, Benjamin Netanyahu ou l'administration Trump? Quelle est votre compréhension de cela? Ce sera la décision de Donald Trump. Je veux dire, je pense que s'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs avec cette administration, contrairement disons à la précédente, c'est que le président est aux commandes. Le président prend effectivement les décisions. Maintenant, bien sûr, ces décisions sont influencées par d'autres facteurs, que ce soit la qualité ou la précision des informations qu'il reçoit, ses relations avec certaines personnes ou la manière dont on peut le manipuler pour lui faire croire qu'une chose sert ses propres intérêts. Tout cela est vrai. Mais je pense qu'avec cette administration, nous avons réellement un certain degré de confiance dans le fait que Donald Trump prend les décisions et que Netanyahou peut venir dans le bureau ovale, exercer toute la pression qu'il veut sur Trump, avancer tous les arguments qu'il souhaite, faire appel au sens de l'intérêt personnel de Trump. Mais au final, ce sera bien Donald Trump qui prendra la décision. Et c'est le cas, vous savez, quel que soit l'interlocuteur. Je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est Donald Trump qui cherche à gagner du temps. Les États-Unis n'ont pas, dans la région, les capacités militaires nécessaires pour mener, selon moi, l'ampleur et la portée de l'attaque que l'administration et les Israéliens souhaitent lancer. Je pense qu'il faut ce deuxième groupe aéronaval, mais aussi des B-52, des B-1 et des B-2. Il faut davantage d'escadrons de F-15 et de F-16. Je pense qu'il existe un consensus général selon lequel les États-Unis et Israël ne disposent pas du nombre adéquat d'intercepteurs de défense antimissiles nécessaires pour abattre les missiles balistiques et les drones iraniens, et que pour compenser cela, il faut une puissance de feu offensive écrasante. Donc en gros, je pense qu'il faudrait probablement la plus grande partie des escadrons de chasse de l'US Air Force, ainsi que les deux groupes aéronavals que l'on pourrait y déployer. Vous savez, l'armée américaine a eu des performances médiocres, pour le dire poliment, au cours des dernières années, que ce soit sa défaite en mer Rouge, sous les administrations Biden et Trump, face à Ansar Allah ou aux Houthis, ou encore la performance des généraux américains face aux généraux russes en Ukraine, en particulier pendant les premières années de cette guerre, lorsqu'il s'agissait encore d'un conflit de manœuvres interarmes plutôt que du combat d'usure qu'il est devenu ces 2 dernières années. Vous avez certainement encore en tête l'expérience de l'an dernier, lorsque Donald Trump a dû envoyer les B-2 pour l'opération Midnight Hammer, afin de fournir un prétexte, une sorte de mise en scène, pour mettre fin à la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, parce que les Américains et les Israéliens commençaient à manquer de missiles pour intercepter ceux des Iraniens. Et ensuite, nous avons eu toutes ces autres discussions sur la taille de l'armée américaine, sa capacité logistique, la fiabilité de ses avions. Tous ces éléments donnent l'impression que oui, bien sûr, les États-Unis peuvent infliger une destruction massive.
Nous pouvons tuer beaucoup d'Iraniens. Nous pouvons détruire une grande partie des infrastructures militaires et civiles iraniennes. Nous pouvons probablement décapiter, dans une large mesure, ou du moins forcer à se cacher, la direction iranienne. Nous pouvons faire tout cela. Mais ensuite, que se passe-t-il? Au fil de la campagne, comment l'armée américaine s'en sort-elle? Tout ce que nous avons vu au cours des dernières années, sans même remonter à l'Irak, à l'Afghanistan, et ainsi de suite, me dit que l'armée des États-Unis ne sera pas capable de remporter cette campagne. Elle ne sera pas en mesure d'atteindre les objectifs que la direction politique des États-Unis lui impose. Donc encore une fois, l'armée américaine, je ne dis pas qu'elle ne peut pas tuer, ni qu'elle ne peut pas détruire, mais peut-elle atteindre les objectifs politiques qu'on lui demande, le succès stratégique que sa direction politique lui ordonne d'obtenir? Je ne pense pas que ce soit possible. Mais je crois que ce que nous voyons en ce moment, c'est Donald Trump. Je ne suis pas sûr qu'il le comprenne, mais peut-être qu'il croit vraiment que l'opération Midnight Hammer a été un succès retentissant et que les États-Unis ont détruit toute la capacité nucléaire de l'Iran. Très bien. Alors pourquoi refaire la même chose? Si c'était si réussi à l'époque, Donald, pourquoi dois-tu recommencer? Donc, à un certain niveau, Donald Trump doit le comprendre. Je pense qu'il essaie de gagner du temps. S'ils veulent vraiment envisager l'option militaire, ce que je trouve extrêmement probable, ils ont simplement besoin de plus de temps pour déployer les moyens militaires américains, les ressources, le matériel, et ainsi de suite, dans la région. Et je pense, vous savez, que cela est compris depuis quelques semaines maintenant. Il y a 2 semaines, le chef d'état-major de l'armée de défense israélienne, Eyal Zamir, était à Washington pour rencontrer des généraux américains, dont son homologue Dan Kane. Et vous savez, Zamir est rentré en Israël en disant que les États-Unis attaqueraient l'Iran dans un délai de 2 semaines à 2 mois. Un malentendu, puisque les Américains ont besoin de temps pour renforcer leurs forces. Ce sur quoi je conclurai, c'est que les États-Unis dépensent 1000 milliards de dollars par an pour la défense, n'est-ce pas? C'est un immense léviathan qui s'étend à travers le monde. Mais en réalité, les États-Unis ne peuvent pas menacer à la fois le Venezuela et l'Iran. La raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas pu participer aux opérations de changement de régime menées le mois dernier par les États-Unis et Israël, n'ont pas pu y participer militairement, est que la marine américaine était occupée à menacer le Venezuela et à soutenir l'enlèvement de Maduro là-bas. Elle n'en avait pas la capacité. Elle n'avait pas les navires disponibles. Encore une fois, nous dépensons 1000 milliards de dollars par an, mais nous avons une marine d'environ 200 000 personnes, près de 300 navires, 175 000 marines. Et pourtant, nous ne pouvons pas menacer 2 pays en même temps. Je pense que cela dit tout ce qu'il faut savoir sur la vacuité, la superficialité, le vide de l'armée des États-Unis. Matt, je pense, laisse-moi te dire quelle est l'évaluation du côté iranien. Chaque fois que tu parles avec des responsables, des gens ordinaires, des membres de famille, quand j'étais en Iran, ils disaient tous que l'attaque allait arriver. Et personne ne se dit, tu sais, ce qui s'est passé après la guerre de 2012, c'est que la ligne rouge pour les Iraniens a tout simplement été effacée. Elle n'existe plus. Personne ne se demande, l'attaque va arriver. Donc on ne voit plus cette même peur d'une nouvelle guerre. C'est ça que j'essaie de dire. Et d'un autre côté, je pense que chaque fois qu'ils parlent du programme nucléaire, du programme balistique, du programme de missiles iraniens ou des groupes que, selon eux, l'Iran soutient en coulisses, la résistance. Tout cela, comme l'a mentionné le ministre iranien des Affaires étrangères à Doha le 7 février, est lié à la Palestine, à Gaza et à la Cisjordanie.
Je pense que s'ils veulent résoudre cette question, ce type de problème, ils doivent aller à Gaza. Ils doivent aller en Palestine pour mettre fin au conflit. La solution ne se trouve pas à Téhéran. La solution se trouve, vous savez, ailleurs. C'est pourquoi, parce qu'il faut comprendre quelle est la principale raison de ce genre d'escalade et de conflit en Asie de l'Ouest. Tout le monde le sait. Et il ne semble pas que Trump soit sérieux à l'idée de faire quoi que ce soit à ce sujet. D'accord. Le problème ici, le véritable problème, ce sont les Israéliens. C'est ça le problème. Et ce qu'il faut, ce n'est pas un changement de régime à Téhéran, ni à Ramallah ou à Gaza, mais un changement de régime à Tel Aviv. Parce que vous avez un État colonisateur, Israël, ce projet israélien, le projet sioniste, qui, à l'origine, avait des ambitions limitées, n'est-ce pas? Ses objectifs étaient restreints. Ce n'était pas nécessairement un grand Israël. Et je ne dis pas que les Israéliens, depuis des décennies, n'ont pas convoité certaines parties du Liban, de la Syrie et bien sûr de la Palestine, ou encore le Sinaï, etc. Ce que je dis maintenant, c'est que vous avez un état d'esprit israélien, une vision du monde israélienne, qui va bien au-delà de cela. Alors qu'autrefois, il y avait cette idée d'un grand Israël, ou au minimum, celle de simplement maintenir les territoires palestiniens occupés et d'imposer une forme de dissuasion israélienne à travers tout le Moyen-Orient. Mais désormais, il ne s'agit plus seulement de la dissuasion exercée par Israël à l'encontre d'autres nations du Moyen-Orient. Il s'agit de la domination du Moyen-Orient par Israël. C'est l'objectif, c'est le but. Et on ne peut pas, à mon avis, limiter cela au seul gouvernement Netanyahou, car je pense que cette vision, cet état d'esprit des Israéliens, s'étend à l'ensemble de la classe politique israélienne, certainement à la sphère de la sécurité nationale, et absolument à la sphère religieuse. La conviction qu'Israël doit dominer la région, que ce soit pour des objectifs que l'on pourrait qualifier de nationalistes ou de sécurité nationale de type laïque, ou simplement par l'idée d'être la puissance dominante dans la région, ce qui, bien sûr, séduit les dirigeants politiques. Mais il y a aussi, bien sûr, cette idée que le Grand Israël ne se limite plus aux territoires occupés, ou peut-être au sud du Liban, mais que ce Grand Israël s'étend du Nil à l'Euphrate. Et c'est quelque chose qui est désormais beaucoup plus largement compris comme la vision conventionnelle vers laquelle Israël devrait se diriger qu'auparavant. Même il y a seulement quelques années. Je veux dire, c'est certainement une vision du monde, une conception qui s'est développée au fil des ans. Mais je pense que ces dernières années, en Israël, cette compréhension de la nécessité de dominer toute la région, non seulement de dissuader, mais de dominer, dépasse largement le cadre du gouvernement Netanyahou. Et donc tu as tout à fait raison, Nima. La question ici ne concerne pas les Iraniens. Elle ne concerne pas les Palestiniens. La question concerne les Israéliens et par extension les Américains aussi. Je veux dire, ils sont liés comme les doigts de la main, peu importe comment on veut le dire. Matt, penses-tu que le Parti républicain soutient d'une certaine manière le type de pression que Netanyahou essaie d'exercer, ou le récit plus large, voire la politique d'Israël? Je parle de la majorité du Parti républicain. Comment les perçois-tu? Sont-ils dans le même état d'esprit que Netanyahou, ou le Parti républicain voit-il la menace de déclencher une nouvelle guerre d'une manière différente? Parce qu'à mon avis, si je faisais partie des républicains, je dirais que c'est la décision la plus stupide que de repartir en guerre au Moyen-Orient. C'est uniquement une question de « vas-y ». Absolument. Je veux dire, si vous êtes un membre républicain du Congrès, homme ou femme, quelque part, et que vous vous représentez à l'automne, pourquoi prendre le risque? D'abord, pourquoi penser que cette guerre va suffisamment détourner l'attention des problèmes intérieurs pour vous être bénéfique? Disons que ça se passe bien. Disons que vous réussissez,
et que l'ayatollah se retrouve dans une cellule de prison à Brooklyn, à côté de Maduro. Disons que ça marche aussi bien que ça. Qu'est-ce que cela changera dans les urnes quand les Américains continueront de dire que l'économie les écrase, alors qu'il y a toutes sortes de problèmes dans ce pays, sans parler des exactions criminelles et des violations constitutionnelles commises par l'ICE et la patrouille des frontières à travers notre pays. Le dossier Epstein. Penses-tu vraiment que les gens vont se rendre aux urnes, que ce soit pour les primaires ou pour l'élection générale, et voter en fonction de l'Iran plutôt que d'Epstein? C'est bien là le problème avec les sondages d'opinion. J'ai vu récemment quelqu'un qualifier l'opinion publique hors des fous. Parfois elle est juste, parfois elle est d'une importance capitale, mais il faut comprendre l'électorat. Le Parti démocrate, en 2024, est allé à l'encontre de sa propre base et a perdu l'élection à cause de cela. Et dans ce cas précis, il s'agissait d'une question de politique étrangère. Nous le savons, grâce aux sondages. Nous avons tous vu les documents internes du Parti démocrate et entendu les initiés dire que si Harris s'était présentée, si elle avait eu le courage de qualifier Gaza de génocide, si elle avait eu le courage d'annoncer qu'elle cesserait d'envoyer des armes à Israël, elle aurait remporté l'élection. Mais c'est un problème propre au Parti démocrate, où la question palestinienne préoccupe de nombreux démocrates et démocrates indépendants depuis des décennies. Ce n'est pas la même chose au sein du Parti républicain. On peut regarder les sondages sur Israël et constater qu'il y a un déclin du soutien, en particulier chez les jeunes républicains. Je pense qu'il s'agit presque d'une majorité, voire d'une majorité, de jeunes républicains qui ne veulent plus que les États-Unis soutiennent Israël comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Mais ces jeunes républicains vont-ils voter en fonction de cette question? Ce n'est pas parce qu'on est pour ou contre quelque chose que cela devient nécessairement un critère de vote. Cela ne veut pas dire que c'est l'un de vos 2, 3 ou 4 principaux sujets de préoccupation, ceux qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous touchent ou qui vous passionnent. C'est là toute la difficulté avec le public. Je veux dire, je pense que les membres républicains du Congrès le comprennent. Ils se disent, et bien sûr, les choses peuvent sembler aller très bien. Tout comme Maduro. Nous avons écarté Maduro du pouvoir. Nous avons écarté l'ayatollah du pouvoir. Regardez, nous soutenons Israël. Regardez, j'ai apporté un accord de cessez-le-feu à Gaza. Mais de nombreux électeurs républicains se rendent aux urnes en disant, vous savez quoi, je ne peux toujours rien me permettre. Les choses coûtent plusieurs fois plus cher qu'il y a 5 ou 6 ans. Ne me racontez pas ces histoires selon lesquelles l'inflation est de 3% d'une année sur l'autre. Comment voulez-vous qu'on s'en réjouisse alors que je me souviens encore du prix d'un litre de lait il y a 5 ans? Tu sais, je veux dire, je pense, sans même parler des autres problèmes, que toute cette affaire avec Jeffrey Epstein est énorme. L'érosion de la confiance ne touche pas seulement le gouvernement, mais aussi les établissements et les institutions à travers les États-Unis. Et cette affaire Epstein va vraiment avoir un impact. Parce que ce qu'on voit, à part quelques rares membres du Congrès, en particulier Ro Khanna et Thomas Massie, c'est une défense de l'élite. Et cela touche directement la base du soutien à Donald Trump. Donc l'idée de mener cette guerre en Iran au nom d'Israël et de penser que cela va d'une manière ou d'une autre vous aider lors des élections de novembre, je ne sais pas d'où ils tirent ça. Et ça, c'est si tout se passe bien. C'est si les choses se passent bien que vous obtenez ce que vous cherchez et qu'il n'y a pas de perte américaine. Vous n'avez pas un destroyer américain reposant au fond de la mer d'Arabie ou quelque chose de ce genre. Donc oui, je veux dire, ça n'a pas de sens pour moi. Mais la réalité, c'est que l'Iran, en tant qu'adversaire,
l'un des principaux ennemis des États-Unis, c'est un article de foi à Washington, D.C. depuis des décennies. Et c'est quelque chose de très difficile à abandonner. Il y a donc beaucoup de gens qui, indépendamment du fait que ce soit ou non une décision politiquement judicieuse, pensent que c'est la bonne chose à faire, parce qu'ils la voient à travers une sorte de lutte manichéenne entre le bien et le mal, typiquement américaine. C'est une question de génération, vous savez, encore et encore. Tout le monde déteste les Iraniens depuis 1969. Alors allons-y. C'est incroyable. Le genre d'Iraniens vivant hors d'Iran, dans la diaspora, ils parlent comme si le Shah allait revenir et tout. C'est incroyable pour moi. Ces types sont dans le déni. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe en Iran. Eh bien, tu le saurais mieux que moi. Mais je veux dire, le Shah, pendant la majeure partie de ma vie, ou plutôt son fils, puisque le Shah est mort, bien sûr, mais son fils, qui vit dans le nord de la Virginie depuis plus de 40 ans, a toujours été une sorte de pensée secondaire. Tu sais, on pouvait voir dans un article ou un documentaire sur l'Iran, tout à la fin, une petite note disant « Oh, et le fils du Shah vit maintenant dans le nord de la Virginie ». Mais l'idée qu'il ait été une figure sérieuse ou qu'il y ait eu un mouvement populaire au sein de la diaspora iranienne pour le ramener au pouvoir, sans parler des gens en Iran qui voudraient voir ce type revenir et se faire couronner, je n'avais jamais entendu parler de ça avant l'année dernière. Enfin oui, bien sûr, il y a des monarchistes qui aimeraient voir cela. Je comprends. Mais en ce qui concerne la façon dont cela a été présenté cette dernière année, le Shah en tête de ce mouvement pour restaurer la souveraineté du peuple iranien. D'abord, la souveraineté à travers une famille royale. Franchement, c'est insensé. On va remplacer une théocratie par une monarchie. Tu vois le caractère absurde de tout ça et vraiment, je ne devrais pas être stupéfait parce que j'observe et je vis tout cela depuis assez longtemps. Pourquoi suis-je encore étonné que ce soit, enfin tu vois, mais c'est quand même complètement fou pour moi que tout à coup, le fils du Shah défunt, devienne l'homme censé être le héros de cette histoire. Je veux dire, alors, comment c'est en Iran, parmi ta famille et tes amis? Je veux entendre ça de toi, Nima. Comment c'était là-bas, cette idée que le Shah allait revenir et nous sauver? Comment cela a-t-il été perçu? Laisse-moi te dire ceci. Il est plus américain qu'iranien. Il a quitté l'Iran à 16 ans. Et maintenant, je ne sais pas s'il a 60 ou 67 ans, mais il ne connaît pas la société, Matt. Les gens en Iran, beaucoup d'entre eux se demandent « Qui est-il » Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps à l'extérieur de l'Iran? Quelqu'un connaît-il son métier? Est-ce que quelqu'un ou il n'y a tout simplement aucune information sur sa vie? Personne ne sait rien de lui. Et c'est la confusion partout. Reçoit-il un salaire d'une institution? Travaille-t-il quelque part? Ou d'une manière ou d'une autre? Ce sont de bonnes questions, parce que quand on parle de confier le pays à quelqu'un, ou de quelqu'un qui revient pour tout reprendre de ce que sa famille a perdu. Tu dois admettre, on dirait quelque chose tout droit sorti d'un dessin animé. Ça n'arrive pas dans la réalité, tu vois. Jared Kushner qui parle avec eux avant d'aller discuter avec le responsable iranien. C'est incroyable. Incroyable. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans la tête de ces gens. Jared Kushner avec Steve Witkoff. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Je ne vois rien. C'est tellement confus. Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe dans l'esprit de l'administration Trump. Qui dirige vraiment les choses? Quels sont les objectifs en Iran? S'ils nous attaquent, cette question vient des gens ordinaires dans la rue, dans le sud de l'Iran. Je lui ai demandé, si les États-Unis attaquent l'Iran, qu'en penses-tu? Il a répondu, qu'ils attaquent.
Qu'est-ce qu'ils veulent frapper? Qui frappe? Et ensuite, le lendemain, que se passerait-il? Rien. Parce qu'ils ressentent vraiment cela. Les gens avec qui je parle, ils n'ont plus tellement peur de la guerre. Et je pense que c'est là le danger, tu vois, cette possibilité d'escalade. Quand on perd la peur d'aller à la guerre, de déclencher une guerre, c'est dangereux pour nous tous. Toute l'Asie de l'Ouest serait dévastée s'il se passait quelque chose entre l'Iran et les États-Unis. Et cela touchera tous les pays de cette région et même au-delà. Même ici au Brésil, je pense que nous allons ressentir les conséquences d'une guerre en Asie occidentale. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas ici. Je parle du Brésil, par exemple. Quand on vit loin de cette région, il y a beaucoup d'incompréhension. Et les gens sont désorientés à propos de l'administration Trump. Même lorsqu'ils demandent au ministre iranien des Affaires étrangères, « Que se passe-t-il? Où en sont les négociations ?» Même lui ne sait pas ce qui se passe. Ils ne savent pas. C'est bien là le problème. Les vulnérabilités ici, je pense, dans le monde entier face à cela. Eh bien, la plus évidente, bien sûr, c'est un choc pétrolier, n'est-ce pas? Des répercussions pour l'économie. Mais même pour les États-Unis, il y a des conséquences à long terme en termes de dégradation continue de la confiance envers les États-Unis en tant qu'acteur rationnel ou sain, ce que personne ne devrait croire de toute façon à ce stade. Mais cela ne serait qu'une étape supplémentaire dans cette direction. Et qu'est-ce que cela signifie alors, en termes de nations abandonnant les bons du Trésor américain en disant que ce n'est pas un investissement sûr? Exactement. Je veux dire, les conséquences à long terme de la fuite continue des capitaux loin de la dette américaine. Tu vois, la dévaluation persistante du dollar américain, toute l'idée de dédollarisation, à quel point ça serait désastreux, à quel point cela aurait des répercussions pour une population américaine dont plus de 60% vivent déjà d'un salaire à l'autre. Une nation qui importe presque tout. Si notre monnaie continue de se dévaluer, ce serait catastrophique pour nous. Cette idée selon laquelle nous allons soudainement fabriquer ce dont nous avons besoin, c'est impossible. Sans même parler de trouver les investissements ou le capital nécessaire pour le faire, alors que les gens fuient les États-Unis, que les investisseurs étrangers partent parce que nous sommes devenus si imprévisibles. Nous sommes tellement peu dignes de confiance. Il doit bien y avoir des investissements plus solides, des endroits plus sûrs où placer notre argent. Vous savez, sans même parler du processus de dédollarisation et de la raison pour laquelle chaque nation dans le monde, y compris maintenant les Européens, il leur a fallu du temps, mais Donald Trump a fini par les convaincre qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. Alors, que va-t-on faire? Vous voyez? Ce ne sont donc pas seulement les conséquences à court terme de tout cela, mais aussi les conséquences à long terme, qui me paraissent vraiment énormes. Vraiment énormes. Mais oui, cette idée du retour du fils du Shah en Iran, pour quelqu'un qui a vécu l'Irak, c'est comme revivre la même chose. Vous savez, cette idée selon laquelle nous allions parachuter ces exilés irakiens à Bagdad et qu'ils allaient être accueillis à bras ouverts par le peuple irakien, qu'ils allaient arriver, prendre le contrôle et que tout se passerait sans accroc. C'était tout le contraire. Ce fut un désastre total. L'une des raisons pour lesquelles les Irakiens ne faisaient pas confiance à ces exilés, c'est qu'ils n'auraient pas dû leur faire confiance. Ils savaient très bien qui étaient ces gens. Et la même chose s'est produite en Afghanistan. Ils ont fait revenir tous ces expatriés afghans, tous ces réfugiés afghans. Hamid Karzai amène son demi-frère, un restaurateur, pour diriger Kandahar, et il devient rapidement le plus grand baron de la drogue du monde, Ahmed Wali Karzai. C'était une histoire qui s'écrivait d'elle-même. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
Ce qui est incroyable aussi, Nima, c'est que je ne parle pas de choses qui se produisent dans d'autres régions du monde. Je parle de choses qui se passent dans les deux pays voisins de l'Iran. Et pourtant, les États-Unis pensent pouvoir aller de l'avant avec cela, sans aucune conscience de soi, sans aucun sens de l'histoire, totalement convaincus de leurs droits et portés par leur propre arrogance, au détriment du peuple iranien. Tu demandes ce qu'ils pensent accomplir. Je ne sais pas, Witkoff ou Kushner, qu'espèrent-ils tirer de tout cela, à part renforcer la position d'Israël dans la région? Je pense qu'ils en sont tous deux parfaitement conscients. Je pense aussi qu'ils voient les opportunités évidentes qu'offre l'ouverture de l'industrie pétrolière et gazière aux nations étrangères. Je pense qu'ils regardent la situation et se disent « Hey, regardez, il y a ici un marché de 90 millions de personnes que nous pouvons exploiter. » Donc je pense qu'il y a beaucoup de ce type de raisonnement derrière cette idée. Mais l'idée de se demander, comme on dit dans l'armée, D+1, que se passe-t-il le lendemain du bombardement? Que se passe-t-il le lendemain de la fin de la campagne militaire? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à cela. Et malheureusement, je pense que la plupart de nos dirigeants sur ce sujet, qu'ils soient politiques ou, vous savez, les fanatiques de la Fondation pour la défense des démocraties, et d'autres groupes de réflexion qui dominent vraiment la pensée américaine à ce sujet, aussi bien dans les médias qu'au Congrès, je pense que leur attitude, c'est que nous n'avons pas besoin d'une résolution. Si nous ne pouvons pas installer sans heurts une marionnette à la tête de Téhéran, alors la meilleure option suivante est qu'il n'y ait rien à la tête de l'Iran, que l'Iran ressemble à la Syrie en 2015. Je pense que c'est ce qui motive beaucoup de ceux qui comprennent que l'incertitude ou l'improbabilité d'un changement de régime en Iran les amène à dire « Très bien, pas de problème », parce que l'idée d'un Iran fracturé, complètement chaotique, en pleine guerre civile, leur paraît bien meilleure que de laisser le gouvernement actuel rester au pouvoir. Et ces gens y croient vraiment, sincèrement. Ils sont absolument, ce sont des sadiques, des psychopathes. Ils sont dépourvus de sens historique, à bien des égards, car quel bien pourrait sortir de cela? Oui, je veux dire, c'est ce que j'essaie de comprendre. Pourquoi ces gens sont prêts à soutenir ou à promouvoir quelque chose dont ils savent qu'il n'a aucune chance de réussir? Parce que aucune chance de réussite ou un échec pour eux, ne pas obtenir le changement de régime qu'ils veulent, revient au même, puisque plus personne n'est vraiment aux commandes maintenant. Si nous ne pouvons pas avoir une marionnette qui laissera Israël faire ce qu'il veut et les Américains faire ce qu'ils veulent au Moyen-Orient, alors au moins, il n'y a personne pour nous opposer. Ils sont trop occupés à se battre entre eux, non? Assad était trop occupé à combattre son propre peuple pour se soucier d'Israël. Et c'est ça, je pense, l'idée. Si nous ne parvenons pas à chasser l'ayatollah et les mollahs du pouvoir, ils seront trop occupés à se battre contre leur propre population pour nous contrer dans toute la région. C'est la meilleure explication que je puisse trouver. Matt, je pense que l'affaire Epstein est l'un des événements les plus, influents aux États-Unis. Penses-tu que Netanyahou soit d'une certaine manière capable de faire pression sur Donald Trump en utilisant les dossiers Epstein? Comment cela fonctionnerait-il? Ou est-ce même possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il la sera. Si les Israéliens ont ce type de moyens de chantage sur Donald Trump. Il existe certainement une théorie selon laquelle Epstein aurait pu être ou était un agent du Mossad. Beaucoup de gens le croient. Et même s'il n'était pas un agent du Mossad, il était impliqué dans des activités de renseignement étrangers. Son rôle consistait à créer ces situations compromettantes pour faire chanter les gens.
Vous savez, il y a une croyance en cela, et je pense qu'elle est étayée par de plus en plus de preuves. Donc je ne sais pas si Netanyahou possède l'équivalent israélien du dossier Steele du DNC. Si les gens se souviennent, il y a presque 10 ans, lorsque le Parti démocrate avait présenté ce faux dossier contenant toutes ces informations prétendument compromettantes sur Donald Trump, notamment à propos de ses liens avec la Russie, mais aussi de ses intérêts sexuels. Je veux dire, il doit certainement y avoir des choses quelque part. Que quelqu'un les possède et puisse s'en servir, et que Donald Trump s'en soucie ou non, c'est une autre histoire. Vous voyez, pense-t-il que cela pourrait lui nuire dans sa position? Je veux dire, si quelqu'un a vu aujourd'hui le témoignage de la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, c'était absolument remarquable. Tout d'abord, c'est la plus haute responsable de l'application de la loi du pays, et elle a fait paraître Pete Hegseth sobre et professionnel par comparaison avec sa réaction. Et c'est la plus haute responsable de l'application de la loi. Absolument consternant. Mais Donald Trump est entouré de personnes prêtes à aller jusqu'au bout du monde pour lui. Vous savez, tant qu'il a Pam Bondi à la tête du ministère de la Justice, Kash Patel à la tête du FBI, John Ratcliffe dirigeant la CIA, Pete Hegseth au ministère de la Défense et une Tulsi Gabbard très docile, prête à changer de couleur selon les besoins, supervisant tout l'appareil du renseignement national. De quoi devrait-il avoir peur? Vous savez, les entreprises ne l'abandonnent pas. Les dirigeants industriels ne l'abandonnent pas. Ses soutiens. Je veux dire, je pense que, vous savez, personne ne veut être exposé d'une manière qui le ferait mal paraître. Ce qui aide à expliquer la réticence de l'administration Trump à laisser ces documents aller de l'avant. N'est-ce pas? Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de freiner le processus. Mais en même temps, je pense que Donald Trump n'est peut-être pas trop inquiet à ce sujet, ou plutôt, bien sûr qu'il s'en préoccupe, mais peut-être qu'il ne le considère pas comme une question existentielle pour lui. Vous voyez, parce que ses partisans vont le soutenir quoi qu'il arrive. Je viens de voir, j'aimerais l'avoir sous les yeux, une liste des 20 dirigeants les plus désapprouvés au monde. Donald Trump ne figure même pas dans le top 10. Vous voyez, c'est remarquable. Cela en dit long sur la gravité de la situation, et les Européens sont tous en tête. Donc Starmer, Merz, Macron, n'est-ce pas? Franchement, ça a tout son sens. Et tant mieux pour les Européens qui reconnaissent honnêtement, nos dirigeants sont terribles, ils ne se soucient pas de nous, ils échouent à investir en nous et à prendre soin de nous. Je suis heureux que la grande majorité des Européens comprennent à quoi ils ont affaire. Ce qui est si consternant, c'est que tant d'Américains sont incapables de dire la même chose à propos de Donald Trump. Ils n'en sont pas capables. Il y a une telle folie partisane, une telle illusion partisane, un système politique tellement fondé sur l'identité dans ce pays que cela ne permet qu'à une petite majorité d'Américains de dire « Je désapprouve ce type ». Oui, absolument incroyable. Et c'est la même chose pour Biden. Je dirais la même chose pour Biden, parce qu'il était à peu près aussi impopulaire que Donald Trump à ce stade, je pense. Mais il bénéficiait encore d'un soutien très solide de la part des démocrates. Même les démocrates qui pensaient qu'il ne devrait pas être en fonction continuaient à le soutenir. C'était remarquable, ce type de dissonance. Mais oui, je veux dire, malheureusement, je pense que même si nous avions un système politique sain, si nous avions une population américaine qui ne s'identifiait pas uniquement à travers des équipes partisanes, des identités politiques façon sport d'équipe, nous aurions quand même un gouvernement au pouvoir, un régime en place ici qui s'en moque, et ils résisteront à toute tentative de les écarter du pouvoir, qu'il s'agisse de démarches juridiques, de procédures de destitution, ou peut-être, nous verrons qu'ils tenteront de résister à être écartés par les urnes.
Et ils ont très habilement constitué un corps d'agents fédéraux chargés de l'application de la loi à travers l'ICE et la patrouille des frontières, qui rappellent les chemises noires de Mussolini ou les chemises brunes d'Hitler. Ce sont en somme des miliciens fascistes qui portent un badge, et ils sont recrutés dans cet esprit. Et si nous pensons que les membres du CBP et de l'ICE, qui font partie de ces organisations depuis des années, sont déjà problématiques, à quoi cela ressemblera-t-il lorsque ceux qui ont été recrutés l'an dernier et ceux qui le seront dans les prochaines années commenceront à grossir les rangs du CBP et de l'ICE? Vous savez, les chemises noires de Mussolini avaient pour devise quelque chose qui signifiait, en gros, « je m'en fiche ». Non me frego, ou peut-être que c'est me no frego. Quelqu'un qui parle italien pourra me corriger dans les commentaires, mais ça veut dire « je m'en fiche complètement ». Regardez ces membres de l'ICE, regardez ces membres de la patrouille frontalière, regardez ces autres agents fédéraux, et dites-moi que ce n'est pas aussi leur devise, non? Nous traversons donc une période très difficile, une situation potentiellement dangereuse aux États-Unis, où nous avons un gouvernement au pouvoir qui tout simplement s'en fiche complètement. Vous savez, pourquoi pensez-vous que quelqu'un comme Pam Bondi, la procureure générale, dirait « Oh oui, vous avez raison, la Constitution dit ceci » ou le titre 9 du Code fédéral, peu importe, dit cela. Donc je vais le suivre. Non, nous sommes dans une situation très préoccupante ici. Matt, avec Kushner, tu sais, les principaux négociateurs à Gaza pour la question de la Palestine, et aussi en Ukraine. Dans les 2 dernières interviews que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a données à TV Breaks et MTV, il a mentionné que les négociations allaient dans la mauvaise direction et qu'il ne voyait pas beaucoup de résultats à en attendre. Et Donald Trump veut faire la même chose avec l'Iran, il me semble. Je veux dire, c'est pour cela que beaucoup de gens en Iran ne sont pas optimistes quant à la possibilité d'un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. C'est pourquoi j'ai mentionné qu'ils ont vraiment le sentiment qu'une guerre se prépare. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, que se passe-t-il réellement? Que veulent-ils vraiment? Ou bien Donald Trump tire-t-il d'une manière ou d'une autre profit de la poursuite de la guerre? Est-ce pour cela qu'il ne veut pas mettre fin au conflit? Eh bien, vous savez, c'est intéressant que vous disiez cela, parce que je fais partie d'une organisation, je siège au conseil d'administration d'une organisation appelée l'Institut pour la précision publique. Nous avons un programme appelé Exposed Facts, qui protège les lanceurs d'alerte. Et en fait, nous venons juste de... Enfin, je n'y suis pas du tout impliqué. Expose Fact a publié aujourd'hui un communiqué de presse affirmant qu'un lanceur d'alerte de l'OSCE se manifeste avec des allégations concernant le président de la Commission des Forces armées du Sénat américain, Roger Wicker, et sa relation avec l'industrie de l'armement, ainsi que ses tentatives ou ses efforts les plus soutenus pour saboter les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie au profit de cette industrie. Je veux dire, nous en avons déjà parlé. Chaque fois que Zelensky se rend à l'Assemblée générale de l'ONU ou qu'il est aux États-Unis, nous disons toujours la même chose, n'est-ce pas, Nima? Il doit rencontrer les banquiers et les dirigeants des entreprises d'armement en leur disant « Regardez, vous avez tous la possibilité de gagner des dizaines et des dizaines de milliards de dollars ici. Je sais que vous avez un carnet de commandes, Northrop, Raytheon, Boeing, Lockheed, de dizaines de milliards de dollars de contrats pour cette guerre en Ukraine. Si tu veux cet argent, tu ferais mieux de maintenir cette guerre. Tu sais, enfin je l'ai déjà dit, je crois que je t'en ai déjà parlé. En 2011, j'ai été invité par erreur à une réunion à Washington, D.C., organisée par l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes à cette réunion.
Et encore une fois, j'y ai été invité par erreur. Je n'aurais pas dû être là. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je n'aurais pas dû y être. Il y avait aussi d'autres personnes issues de groupes de réflexion, tous pro-guerre, du genre maintenir la guerre en Afghanistan pour toujours. Et puis, il y avait un nombre égal de représentants des entreprises d'armement. Et l'inspecteur général spécial, pardon, pas l'inspecteur général spécial, c'était, excusez-moi, le représentant spécial pour l'Afghanistan et le Pakistan, le SRAP, comme on les appelait. C'était l'homme qui avait remplacé Richard Holbrooke à ce poste. Il faisait bien comprendre à tout le monde dans la salle que nous ne quitterions pas l'Afghanistan et qu'il fallait que tout le monde sache que nous ne quitterions pas l'Afghanistan. À ce moment-là, il faisait clairement comprendre aux lobbyistes des entreprises d'armement présents que c'était leur rôle d'aller au Congrès et de s'assurer que les membres du Congrès sachent que nous ne quittions pas l'Afghanistan. Donc, si vous voulez continuer à recevoir mes contributions de campagne, vous feriez mieux de rester aligné sur cette politique de présence éternelle en Afghanistan. Ce type de relation entre l'industrie et le Congrès est essentiellement ce dont Dwight Eisenhower a parlé dans son discours d'adieu en 1961, lorsqu'il a décrit les États-Unis comme étant sous le contrôle politique, économique et spirituel du complexe militaro-industriel congressionnel. Ce que vous voyez ici, ce sont des tentatives, aussi timides, étranges et incohérentes soient-elles, de la part de cette administration, de mettre fin à une guerre à laquelle presque tout Washington, D.C. s'oppose. Je veux dire, ils n'ont pas fait passer ces sanctions contre la Russie par le Congrès. L'administration les a imposées elle-même. Mais, en réalité, il existe une majorité à l'épreuve du veto dans les deux chambres du Congrès pour faire avancer ce type de sanctions contre la Russie et d'autres nations. C'est ce qui enthousiasme Lindsey Graham et Richard Blumenthal depuis plus d'un an déjà, la perspective de sanctionner d'autres pays. Ainsi, plutôt que de laisser le Congrès proposer des sanctions que le président serait obligé d'accepter, car s'il les mettait en veto, il serait battu au Congrès sur ce point. L'administration est allée de l'avant et a appliqué ces sanctions de son propre chef. Cela, bien sûr, suscite la consternation des Russes qui, si l'on en croit les propos de Sergei Lavrov, avaient conclu un accord avec les Américains à Anchorage lors du sommet entre Poutine et Trump en Alaska l'année dernière, selon lequel de telles mesures ne devaient pas avoir lieu. Il devait y avoir un processus, en somme, une voie à suivre pour parvenir à un règlement négocié. Et l'un des points d'accord était qu'il n'allait pas accroître les tensions entre eux, ce qui incluait de ne pas imposer ce type de sanctions, non seulement contre les Russes, y compris leurs entreprises pétrolières et gazières, mais aussi contre ceux qui faisaient affaire avec eux, comme les sanctions dont l'Inde a été menacée. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non. Nous n'arrivons pas à obtenir de confirmation. La Maison-Blanche affirme que les Indiens disent maintenant qu'ils ne vont plus acheter de pétrole russe. En même temps, Trump dit « Vous pouvez l'acheter au Venezuela, non ?» Enfin, oui, c'est comme ça que tout finit par s'entremêler, non? Mais je ne sais pas où tout cela va mener, Nima, parce qu'il ne semble pas que les Russes aient la moindre confiance envers les Américains. Et je ne pense pas qu'ils devraient. Les Ukrainiens se retrouvent coincés dans une situation où les Européens battent le tambour pour plus de guerre. Ainsi, tandis que Lavrov, dans ses interviews, met en garde contre les conséquences de la poursuite de cette guerre, les Européens s'agitent à l'idée qu'elle continue. Et ils disent en gros que si la guerre ne continue pas, nous aurons simplement une autre guerre. Je veux dire, c'est, si on lit entre les lignes, ce qu'on comprend des Estoniens, des Lituaniens, des Polonais, des Allemands et des Français. Vous savez, toutes ces déclarations diverses au cours des derniers mois. Et puis, les Ukrainiens ont cela d'un côté,
et de l'autre, ils ont ce désordre incohérent et schizophrène des États-Unis. Un jour disant aux Ukrainiens, « Écoutez, si vous ne parlez pas aux Russes et ne concluez pas un accord, nous nous retirons. » Et le lendemain disant, « Ne vous inquiétez pas, nous allons sanctionner l'Inde. Nous allons vous donner toutes les armes dont vous avez besoin. Nous signons la garantie de sécurité avec vous. » On en arrive presque, j'insiste sur presque, au point d'avoir une certaine sympathie pour Zelensky à cause de la position dans laquelle il se trouve. Maintenant, c'est une position dans laquelle il s'est lui-même placé. Mais je pense que les gens comprennent ce que je veux dire ici, qu'il n'y a pas de clarté sur ce point pour les Ukrainiens. Ils n'ont pas de voie évidente qui leur permette de voir facilement quelle est la bonne manière d'avancer. Je pense que la plupart d'entre nous diraient « Arrêtez la guerre, arrêtez la destruction de votre pays et la souffrance de votre peuple. » Mais on peut aussi voir qu'il y a encore une fois ce manque de clarté quant à la meilleure voie à suivre pour eux. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer à ce sujet. Nous sommes aussi dans une mauvaise situation à cet égard. Y aura-t-il une percée? Il y avait des rumeurs selon lesquelles les Russes auraient accepté de discuter d'une zone économique spéciale dans la partie occidentale du Donbass qu'ils n'occuperaient pas. Cette rumeur est-elle vraie ou est-ce simplement n'importe quoi? Ce serait formidable si c'était vrai. Ce serait fantastique. Et cela réglerait ce problème. Mettons en un terme. Trouvons une solution pour Zaporizhia, la centrale électrique, et finissons-en. Mettons fin à cette guerre, à cette souffrance, à cette cruauté, à cette barbarie. Mais je ne sais pas où nous en sommes à ce sujet. En fait, aujourd'hui, Matt, j'ai parlé avec un vétéran américain. Il est en Russie en ce moment. Il est russo-américain. Il s'appelle Stanislav Krapivnik. Je ne sais pas si tu le connais. Il a servi dans l'armée américaine avant de partir s'installer en Russie. Ce qu'il a dit à propos de l'Ukraine m'a semblé assez logique. Il a divisé la société ukrainienne en 3 parties. La classe inférieure, qui supporte tout le poids de cette guerre. Les pauvres, ceux qui ont peu de revenus, et doivent aller se battre et souffrir. La classe moyenne, pour la plupart à l'extérieur de l'Ukraine, qui profite de la vie tout en disant que la guerre doit continuer, que nous allons gagner, et tout ça. Et la classe supérieure, Zelensky et ses proches, qui s'enrichissent grâce à la guerre. Oui, je pense que ça fait mal aussi. Je ne vois pas les vies qu'ils mènent en ce moment. Et si c'est le cas, plus personne ne se soucie de l'Ukraine. Ces pauvres gens, on veut les envoyer se faire tuer sur les champs de bataille. C'est tragique. C'est à mon avis la tragédie de l'Europe. Je veux dire, on continue de voir les vidéos des rafles, non? On continue de lire les histoires sur la corruption dans le processus d'enrôlement ukrainien, si on peut appeler ça ainsi. Vous savez, cette idée d'hommes arrachés à leur famille et envoyés à la mort au front pour une guerre que l'Ukraine ne peut pas gagner. Cela n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Cela n'a rien à voir avec celui qui a commencé. Ça n'a rien à voir avec les 30 dernières années d'histoire, tout ça. On peut en débattre jusqu'à en perdre haleine. Mais la réalité, c'est que c'est une guerre que l'Ukraine ne peut pas gagner et une guerre que la Russie ne peut pas perdre. Donc, quels que soient nos principes, nous devons accepter cette réalité. Et permettre que cela continue. Permettre à l'Ukraine de continuer à sacrifier son peuple pour ses soi-disant principes, pour le désir des Européens et des Américains de voir une Ukraine souveraine et démocratique prospérer, malgré les prédations de son voisin autoritaire, tyrannique et dictatorial. C'est, tu sais, tout simplement maniaque. Mais voilà, nous n'avons plus ce niveau de vitriol aux États-Unis.
tout simplement parce que la guerre n'est plus vraiment évoquée. Mais si tu mettais Chuck Schumer ou Mitch McConnell sur la sellette, c'est exactement ce qu'ils diraient. En Europe, en revanche, on en parle tout le temps. Cela domine leur cycle médiatique. Cela domine leur couverture médiatique et cela domine les discours de leurs politiciens, alors même que les Européens font face à des crises du coût de la vie, de l'énergie, du logement, sans parler des enjeux du changement climatique. Vous savez, voilà qu'arrive une nouvelle vague de chaleur qui va tuer combien de milliers d'Européens cet été, n'est-ce pas? Je veux dire, tous ces problèmes, sans compter d'autres encore. La montée de l'extrême droite, les véritables difficultés que l'immigration a apportées à l'Europe, tous ces problèmes. Mais nous allons continuer à marteler que nous serons prêts à combattre la Russie dans 3 ans. Franchement, c'est écœurant. Et j'ai l'impression d'être piégé ici. Et je pense que vous ressentez la même chose, tout comme probablement beaucoup d'autres qui nous regardent et nous écoutent, que nous assistons à un accident de train en direct. Nous assistons au ralenti, au déroulement de l'histoire, non pas dans le présent, mais comme une fenêtre sur ce qui va se produire. Cela ne signifie pas que cela doive nécessairement arriver, mais sur la trajectoire actuelle, c'est ce qui va se passer. Les Européens, tout comme les Américains, l'ont fait à travers le Moyen-Orient avec la soi-disant guerre contre l'islam radical, une réalité que les États-Unis ont créée par leur guerre dans le monde musulman, vont faire la même chose. Ils vont provoquer une 3e guerre mondiale en Europe, ou du moins une guerre européenne qui pourrait faire paraître la Seconde Guerre mondiale insignifiante en comparaison. Ils vont créer eux-mêmes cette réalité. Juste avant de conclure, Matt, donc, nous avons vu le chancelier allemand se rendre en Arabie Saoudite. Il veut remplacer la Russie par les États arabes. Tu sais, ces types mènent une vie luxueuse et ne savent pas ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas comment ils peuvent penser qu'ils peuvent remplacer la Russie. Elle est juste à côté. En quoi cela va-t-il résoudre le problème de l'Allemagne ou celui des pays européens? Non. Je veux dire, le problème de l'Allemagne en particulier, c'est l'absence de gaz naturel bon marché qu'elle recevait depuis des décennies de la Russie. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec les gazoducs Nord Stream. Pendant des décennies, l'Allemagne a reçu du gaz naturel bon marché de la Russie. Et cela lui a permis de devenir une puissance industrielle, n'est-ce pas? Oui, la 4e économie mondiale, ou peu importe son rang. Vous savez, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est cela qui l'a alimenté. Et puis, nous l'avons supprimé. Nous avons fait sauter les gazoducs. Nous avons provoqué cette guerre. Nous avons permis cette guerre. Nous avons entretenu cette guerre. Nous avons refusé d'y mettre fin. Et les Allemands sont... Eh bien maintenant, oui, Scholz va aller rendre visite à Bonsoir, Ben Salman, à Riyad, et d'une manière ou d'une autre, cela va arranger les choses. Les Saoudiens vont leur accorder une réduction ou quelque chose comme ça. Je veux dire, toute l'idée du gaz par pipeline contre le GNL, on connaît tous la différence de prix. Tout le monde la connaît. Tu sais, un enfant de 12 ans, si tu lui demandais « Hey, à ton avis, qu'est-ce qui est moins cher? Le gaz qui passe par un pipeline ou le gaz qu'il faut liquéfier, mettre sur un navire, faire traverser la moitié du monde, décharger dans une installation, puis reliquéfier ou je ne sais quoi. » Je veux dire, un gamin de 12 ans te dirait « T'es idiot ou quoi? » Bien sûr que le pipeline est moins cher. Mais je sais que c'est juste. Merz en particulier est vraiment, j'ai envie de dire, fascinant. Mais cela impliquerait une certaine dose de positivité de ma part. Pourtant, c'est vraiment une figure intéressante, dans le sens où il semble presque sur le point de se fissurer et de devenir aussi malveillant que M. Burns dans Les Simpsons, si les gens voient de qui je parle.
Je veux dire simplement les choses qu'il laisse échapper parfois. Son amour, ou plutôt son adhésion, au militarisme est très effrayant. Sa volonté de ne pas accepter la réalité, les coûts de l'énergie et tout cela, comme nous l'avons décrit. Mais aussi son plaisir à participer à la projection de la puissance impériale, à rejoindre les opérations militaires de l'Empire américain. The American Empire's military operations. He said, Tu sais, il a dit à un moment donné l'année dernière que les Israéliens faisaient le sale boulot à notre place en Iran. Et Macron, c'est pareil, non? Macron a envoyé ce message à Donald Trump en disant en gros « Pourquoi te bats-tu contre nous alors qu'on pourrait s'allier et s'en prendre aux gens en Iran ?» Enfin, je paraphrase, mais oui. Il y a là un aspect troublant. C'était un financier, un banquier, un type de chez Goldman. Tout ça me met déjà mal à l'aise à son sujet. Mais c'est surtout sa conduite cette dernière année, la façon dont il a abordé les choses, notamment son penchant pour le militarisme et son refus d'accepter les dures réalités économiques auxquelles son peuple est confronté. Tu sais, ce type me fait vraiment peur et j'espère qu'il ne restera pas trop longtemps en Allemagne. Ce qui est inquiétant, c'est que les Allemands, leur parti écrase toute alternative. Et c'est pour ça que les gens se tournent vers l'AfD, non? C'est pour ça qu'on voit l'AfD. Je crois que c'est le parti le plus populaire en Allemagne. C'est bien ça, non? Franchement, c'est stupéfiant. Et on observe la même chose partout en Europe. Et bien sûr, ici aux États-Unis, je viens de parler des chemises noires modernes. Je n'aurais jamais pensé qu'en 2026, Nima, c'est de ça qu'on parlerait, mais nous y voilà. Exactement. Merci beaucoup, Matthew, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima. C'est bon de te revoir. Je suis content que tu aies passé du temps avec ta famille et tes amis en Iran. Et oui, je suis reconnaissant. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis reconnaissant de t'avoir comme témoin direct là-bas, car comprendre ce qui s'est réellement passé est très difficile, d'autant plus avec toute la propagande qu'il faut démêler. Donc oui, en tout cas, c'est bon de te revoir. Merci. Merci.